Bonsoir. On va se livrer à un exercice un peu particulier auquel on n'est pas habitué, donc il faudra être indulgent, c'est-à-dire qu'on va chacun se poser des questions. Enfin, on va commencer. J'ai demandé à Derek s'il était d'accord pour qu'on commence par parler de son livre, car la partie où je lui pose des questions, c'est ce qui m'intimide le plus, donc j'étais contente de commencer, de m'en débarrasser. Donc Derek, en fait nous on se connaît car nos précédents livres, donc Un paysage ordinaire pour Derek et Grotte, qui était mon premier mais qui était le deuxième pour voilà. Pour Derek, on a été publié chez le même éditeur, donc on a tous les deux. Bref, voilà. On n'en parle pas plus. Nous sommes filmés. Voilà, mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et puis sachant que Derek vivait à Bordeaux, on s'est dit que c'était une occasion intéressante. Voilà, donc Vanité aux fruits, le dernier livre de Derek, paru à Lire des marges, en mars, je crois. Oui. Voilà, donc c'est celui dont nous allons parler. Son premier roman, c'était Mon cri de Tarzan, paru chez Léo Cher, dans la collection d'Aurélie, qui est une très belle collection qui n'existe plus, je crois, créée par Laure Limongi, enfin, qui était ton éditrice. Le deuxième, Un paysage ordinaire, c'était un recueil de nouvelles, qui est très beau, que je vous invite à lire, qui est encore disponible, je crois. Oui, pour l'instant. Voilà, donc profitez-en, ça ne durera peut-être pas. On va en parler un tout petit peu, mais j'ai relu les deux premières nouvelles, en fait, et c'était assez intéressant de voir justement les liens qu'il pouvait y avoir avec Vanité aux fruits. Oui. Tu veux dire un truc? Non, ça a été sur le micro. D'accord. Donc peut-être quelques mots sur Lire des marges. J'ai vu que la maison avait été créée en 2013. Peut-être l'éditrice veut dire un petit mot? Bah, c'est l'occasion. C'est une maison d'édition bordelaise. Bah, on va pas vous entendre, je ne parle pas. C'est pas mon truc non plus. Oui, c'est pas du tout notre truc non plus. Alors, Lire des marges, c'est bon? On s'entend pas? Tout près. Tout près, comme ça? Alors, Lire des marges, c'est une maison d'édition de littérature contemporaine qui a été créée en 2013. Qui publie essentiellement du roman, du récit, de la nouvelle, et qui au début un petit peu de poésie, de théâtre, mais enfin c'est beaucoup recentré sur romans et nouvelles. Et que dire d'autre? Voilà, on a 26 titres au catalogue aujourd'hui, et puis voilà, on est ravis de voir des auteurs comme Derek, et découvrir comme ça toujours des univers nouveaux. Voilà ce que je peux en dire pour l'instant. Oui, peut-être aussi, on peut montrer l'objet, c'est des livres. Effectivement, ce qui est important, c'est l'objet. Bon, moi, je ne l'ai pas très bien traité, mais. Alors, comme on peut le voir, coffret. c'est des livres qui vivent. Ils sont à la fois extrêmement solides parce que c'est des cahiers cousus, donc on ne perd jamais de page. Par contre, comme la vie, c'est très solide et très fragile. Voilà, donc effectivement, ils vivent. Ce qui est très agréable, c'est. Moi, j'apprécie beaucoup, c'est qu'on peut vraiment les ouvrir. C'est hyper agréable à lire. Voilà, il y a une grande souplesse en même temps dans le livre. Effectivement, pour nous, l'objet livre, c'est important. Donc, comme ils étaient assez fragiles, on a décidé de les mettre dans des coffrets, dans des étuis qui. Et je me suis coupée avec. C'est pas vrai. Mais je me demande si c'est pas les petits post-it. Ah non, c'est le post-it, c'est pas possible. Je pense que c'est le post-it. Pas agressif, normalement. Non, pas du tout. Donc voilà. Merci. Donc, je me suis débarrassée assez brillamment de cette partie. Donc maintenant, Derek, tu vis en France depuis 1988. Donc comme vous avez pu le remarquer, Derek est anglais. Mais vous allez l'entendre, clairement. Voilà. Mais il écrit en français. Bon, on reviendra sur cette question parce que je trouve que c'est intéressant, surtout pour les gens qui ne te connaissent pas. Alors, Vanité aux fruits. Alors, c'est un peu délicat d'en parler parce que tout est un peu dans le non-dit. Il y a beaucoup d'ellipses. Et en même temps, quand on arrive à la fin et qu'on reprend le début, on comprend plein de choses. Mais je ne veux pas trop le dévoiler. Voilà. Alors, c'est l'histoire. C'est la même chose pour toi. Hein. Ouais. Oui, oui. Ouais. Oui. C'est vrai. Donc voilà. Donc vous n'allez rien comprendre des deux livres. Non, alors c'est un autoportrait et c'est aussi. Donc le titre n'est pas pour rien. Donc Vanité aux fruits, une vanité, c'est un genre pictural, une représentation allégorique de la mort, qui souvent prend les formes d'une nature morte, mais pas toujours. Mais là, en l'occurrence, particulièrement, car en fait, c'est l'histoire d'un homme qui, une nuit, décide de raconter sa vie
Et, comment dire, enfin, je n'avais pas prévu de le dire à ce moment-là, mais en fait, il raconte ça un petit peu comme on pourrait décrire un tableau. C'est-à-dire qu'il regarde sa vie et puis son regard circule dans le tableau. Donc, il n'y a pas vraiment de chronologie. Non. Voilà. C'est pas fruit plutôt que... Voilà. Et il utilise un peu les motifs de ce tableau pour diriger, orienter ou arrêter son récit à des endroits de sa vie. Et bah, c'est très beau, enfin ça m'a plu, c'est aussi pour ça qu'on est là. Mais il y a beaucoup de choses, oui, en fait tout est là dès le départ, comme quand on regarde un tableau et qu'on ne voit pas tout. C'est-à-dire que quand on le relit après, on se dit mais en fait pourquoi j'avais pas compris ça. Et c'est très intéressant parce que du coup ça laisse un travail au lecteur, enfin, c'est important aussi cette ambiguïté, moi c'est ce qui m'intéresse dans les objets littéraires en général. Mais il faut peut-être que je pose des questions. Non, c'est plus facile pour moi d'écouter. Mais voilà, donc j'avais d'abord une question sur cette question des ellipses. Donc il y a beaucoup d'allusions. Par exemple, le prénom du narrateur, je crois qu'il apparaît une seule fois, c'est Michel. Oui. Comme dans un tableau, on ne répète pas plusieurs fois le même motif. Quoi. Il est là une fois, si on ne l'a pas vu, moi je l'ai vu à la deuxième lecture, je n'avais pas du tout retenu qu'il s'appelait Michel. Et ce que je me demandais, c'est est-ce que tu as écrit beaucoup plus que ce qu'on lit, ou est-ce que tu n'as écrit que ça et tu as en tête la partie cachée de l'iceberg, ou voilà comment ça... Un livre, c'est toujours un iceberg, un peu. On voit que ce qui reste. Moi j'aime bien couper. Ouais, non, c'est ma question. Pour celui-là, il n'y a pas tant que ça. Bon, j'aurais rajouté des fruits, il y a toujours des souvenirs, mais je ne crois pas qu'il y ait trop. J'essaie un peu plus sur certains personnages. Il y avait une histoire que j'aurais pu développer. Mais que tu n'as pas écrite. Que j'ai décidé de ne pas travailler. Et comment tu construis l'architecture? Est-ce que tu l'as écrit dans cet ordre ou est-ce que justement tu as une organisation spatiale? Enfin, moi je sais que je fais des schémas quoi, pour... Oui, c'est assez compliqué. J'ai écrit dans l'ordre ce livre. J'ai fait un autre livre depuis qui est un peu plus désordonné. Mais c'est assez difficile de structurer quelque chose qui est déstructuré. Bah, oui. Mais avec les structures du fruit, il y avait quelque chose à la base qui permettait la possibilité de faire des allers-retours dans le temps. Donc il y a 3 temps vraiment. Il y a la nuit, il y a une période qui raconte, et après il y a toute sa vie. Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que voilà, le motif pictural, enfin la peinture, c'est pas juste narratif, enfin c'est pas seulement formel justement, mais c'est aussi ça fait partie de l'histoire, c'est-à-dire que le personnage un jour va dans un musée et ça change sa vie. Oui, il va redécouvrir l'art, il va devenir curieux de nouveau. Alors tu veux nous parler de cet artiste peu connu? Peu connu, Archibald? Non, à Hertz. Il est peu connu, mais peut-être avec le livre il va être un peu plus connu. Non mais il existe. Ben, il est dans le livre. Oui, d'accord, ok. On est d'accord. Ouais. C'est un artiste belge. Il y a peu de choses sur Internet. Ouais. Il y a très peu de choses sur Internet. C'est un artiste qui peint que des pommes. C'est une particularité qui s'est installée dans le sud. Je ne sais pas trop précisé dans le livre, mais plutôt le sud-ouest. Mais c'est quelqu'un qui est une famille riche. Il a connu un monde d'artiste, mais il n'était pas vraiment intégré, il était assez riche pour pouvoir rester indépendant. Et lui, un peu excentrique, il peignait que des pommes. Et il s'était bien installé dans son village où les gens demandaient des portraits. Ça a commencé avec le boulanger du village qui demande un portrait de sa fille. Et il lui dit, ben oui, si vous êtes d'accord, je suis d'accord, si vous êtes d'accord qu'elle soit une pomme. Donc après... Ouais, c'est hyper beau cette partie. Enfin, je trouve que ça pourrait être encore un autre livre. Enfin, c'est très... Enfin, c'est difficile, je trouve, de... Je vais pas dire d'inventer, mais de... Enfin, disons que c'est à la fois très crédible et très poétique, ce personnage de peintre. Et d'ailleurs... Ça parle aussi du monde de l'art. Et puis ça parle de ton livre, c'est-à-dire qu'à un moment, le narrateur dit que lui-même, il pourrait n'avoir que les pommes dans son livre, parce qu'en fait il a une liste de fruits, donc on commence par les raisins, ensuite c'est la banane je crois, ça commence les raisins, oui, après la banane. Et la pomme, il y a beaucoup de pommes avec ses ânes et tout ça, mais la pomme aussi, pour lui, c'est un fruit ordinaire, il dit que c'est pas pour les vacances, c'est pour le voyage, mais pas pour l'arrivée. C'est un fruit de tous les jours, pas pour le plaisir, mais juste... Oui.
Donc il associe ça avec les grands-parents, des moments plus banals de sa vie aussi. Et je trouve que le narrateur lui-même, et donc l'auteur, s'attarde lui-même sur des choses du quotidien. Enfin, je pense que c'est tu n'es pas dans l'extraordinaire, à la différence de moi. Je travaille avec les petits détails, des choses dont on ne s'occupe pas tellement dans la vie. Donc, les choses qui sont très importantes, mais qui passent comme ça sans qu'on se concentre trop sur comment ça évolue. Alors, j'ai une autre question par rapport à cette histoire d'ellipse et tout ça. Je sais qu'en fait, à l'origine, le roman était une nouvelle. Donc, enfin, au départ, il y avait une nouvelle qui s'appelait Le Stage, qui donc correspond à la partie où que le narrateur raconte, c'est-à-dire qu'il part en stage de jour, il part de chez lui. Oui, j'avais publié une partie voilà, un extrait sous un autre titre, mais c'était légèrement adapté. Ah d'accord, parce que je m'imaginais que la nouvelle avait préexisté et qu'ensuite tu avais écrit le roman, mais c'est pas ça. Non, le roman est composé de plusieurs éléments, donc il y avait des nouvelles, c'est un peu... Il y a des éléments qui suivent un peu le recueil de nouvelles. Oui, j'allais en parler. Ouais. Et il y a déjà la peinture un peu qui m'intéresse beaucoup. Oui, mais oui, c'était pas vraiment une nouvelle, mais j'avais envie de tester et de publier quelque chose aussi. Parce que c'est bien de publier une nouvelle dans une revue, parce qu'on publie quelque chose et qu'un roman c'est long, surtout très lentement comme moi, c'est bien de terminer quelque chose de temps en temps. Là, j'ai adapté pour publier ça. Je comprends. Donc oui, la question que je me posais, c'était parce que j'ai relu les 2 premières nouvelles d'un paysage ordinaire, chez Christophe Luquin, et dans les 2 premières nouvelles, question d'un musée dans lequel on rentre parce qu'il pleut, comme dans Vanité aux fruits. Il est question de pommes dans la deuxième. Enfin voilà, j'ai l'impression que, pour revenir un peu à la métaphore picturale, mais que tu reprends les mêmes éléments et que tu les... Enfin comme un peintre, quoi, comme Cézanne dont il est beaucoup question, c'est-à-dire que tu reprends les mêmes éléments et que tu les réassembles différemment. Et je me demandais quel était ton rapport aux arts plastiques. J'aime beaucoup, je regarde, mais je ne suis pas du tout... Tu pratiques pas du tout un expert, non, je ne pratique pas, mais ça m'intéresse beaucoup. Il y a toujours un côté visuel dans ce que j'écris. Le premier livre, c'était du cinéma, mais c'était quand même une façon de regarder le monde. Là, c'est beaucoup la peinture, la couleur, ça m'intéresse. C'est quelque chose que je sais que je vais retourner. Cézanne, ça m'intéresse beaucoup et j'ai l'intention d'écrire sur Cézanne un jour aussi. Et là, j'ai d'autres projets autour des photos en ce moment aussi. J'aime bien avoir un support, j'aime bien voir ce que j'écris. J'ai beaucoup des questions que je voulais poser. Oui, la phrase, en fait, ah oui, non, mais c'est ça que j'ai oublié, c'est que je voulais te faire lire les passages. Pardon. Alors, déjà, je voulais que tu lises... Pardon, je suis un peu brouillon. Un passage que j'aime beaucoup, c'est celui que j'ai posté tout à l'heure. Je sais pas, tu t'arrêtes où tu veux. Je les ai achetés hier. Je suis allé voir la mer. Plus que toute autre chose, je voulais faire une dernière visite à la mer. Comme regret, comme conversation. La mer oracle, la mer silence, la mer sommeil. Je suis parti très tôt. Le jour n'avait pas encore de couleur. Je voulais être tranquille sur la route. Ça faisait des semaines que je n'avais pas conduit. Je me gère. Je suis obligé d'être présent dans chacun de mes gestes. Mais je ne peux pas tout contrôler. Parfois j'ai des absences. La douleur me coupe les jambes. Par chance, ça ne m'est jamais arrivé au musée sans que je puisse le cacher, ou à un moment critique, au volant. J'ai vu le lever du soleil, un œuf à l'horizon, le jaune émerger de l'eau, le blanc s'étaler sur les vagues. C'était parfait. Je regardais. Ça ne cessait pas. Les couleurs changeaient avec la lumière changeait avec le temps s'effaçait lui-même. Je m'absentais.
C'était bon. Il y avait là une fin possible. Je sentais mon absence, j'y étais, c'était moi. Je peignais la mer avec mes yeux. La mer, le ciel, c'était moi. Mais je ne pouvais que rester inachevé. J'imaginais des tableaux que je n'aurais jamais pu peindre. Voilà, c'est une langue très poétique, très belle. Enfin voilà, j'en avais pas parlé jusqu'à maintenant parce que c'est difficile d'en parler, que le mieux c'est quand même de l'écouter. Mais je me demandais, enfin je crois que ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a un sentiment d'étrangeté que peut-être ça va t'agacer. Je sais pas du tout j'imagine que tu es habitué à ce qu'on te dise ça, mais j'imagine que ça doit être lié au fait que ce n'est pas ta langue maternelle et que ton rapport à cette langue est... Enfin, qu'est-ce que tu en dis de ça? Je ne sais pas, vraiment. C'est vrai que j'ai une autre approche à la langue, donc je n'ai pas les bases, je ne fais pas les mêmes fautes que le français. Tu n'as pas les constructions toutes faites que nous... Donc les choses ne sont pas systématiquement fausses dans ma tête si je fais une erreur. Donc, en même temps, quand j'écris, j'ai fait beaucoup d'efforts pour corriger. Donc souvent, c'est un choix. Ah oui, non, mais c'est bien sûr. Non, mais il n'y a aucune faute. Non, mais des fois, c'est une structure de phrase que j'ai choisie en sachant que bon, ça se dit pas. Mais bien sûr que le fait d'avoir arrivé tard en français, je suis un jeune écrivain français, donc c'est bah ouais. Non, mais en fait, ce que je trouve surtout, c'est qu'il n'y a pas... Enfin, j'espère qu'il n'y en a pas trop dans mon livre non plus, mais il y en a sûrement, et je les vois, moi, c'est des phrases toutes faites qu'on entend, enfin, je ne sais pas comment dire, c'est des associations de mots qui ne sont pas forcément vilaines, mais qui sont des choses je trouve qu'il y en a peu, du coup, dans ton texte. Oui, j'essaie d'éviter, j'essaie de... Elles ne doivent pas devenir naturellement. Beaucoup de choses. Bon, après, il y a des phrases qui viennent. Je vis en France depuis presque 30 ans, donc oui, non, j'ai pris des mauvaises habitudes aussi. Il y avait un passage, oui, alors justement, page 173, si tu veux bien lire. Bah oui, lis tout le paragraphe, du coup. Oui, voilà, tout le paragraphe jusque-là. J'écoutais de la musique aussi. Mathilde préparait déjà le thème du double. Elle nous associait tous, nous demandait notre avis, des suggestions. Je n'en avais pas, bien sûr. Ce que je trouvais extraordinaire, c'était que tout était ordinaire, que des choses pouvaient être merveilleuses sans être mystérieuses. Comme la vie de Cézanne et ses lettres, si terre à terre. J'ai découvert le disque du Velvet Underground avec La Banane et la chanson I'll Be Your Mirror et me sentis un peu puceau, un peu rebelle. J'ai écouté Schubert parce que Mathilde avait sélectionné une chanson, Doppelganger, pour l'exposition. Je n'imaginais pas que ça pourrait m'intéresser. Schubert, je le connaissais, c'est-à-dire son nom était dans mon vocabulaire, mais pas sa musique. Cette chanson m'a fait quelque chose tout de suite, simplement à l'écoute, avant que je ne trouve la traduction du texte sur Internet. Mon anglais est encore pire que mon allemand est encore pire que mon anglais, c'est-à-dire inexistant. Alors là, j'ai souri évidemment, j'imagine que tu t'amuses, c'est une façon à la fois de dire que c'est pas toi, mais aussi que c'est toi en fait. C'est toujours... Ouais, je sais pas. Ça c'est toi, on va voir. Tu ne vas pas me parler de psychanalyse, j'espère. Moi, je ne veux pas t'en parler. Non. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre ? Il y avait beaucoup de passages que je voulais te faire lire. Peut-être page 119 où le narrateur parle de la pratique d'Aerts. Je trouve que c'est vraiment très réussi ce personnage de peintre. Merci. Hertz disait, si tu peux peindre une pomme, tu peux tout peindre. Mais alors, il n'y a plus nécessité de peindre autre chose. Si tu as peint une pomme, tu as déjà le monde devant toi. Il est impossible de tout regarder. Mais si tu regardes bien une chose, tout le reste est inclus. Et ce qu'on regarde est moins important que ce qu'on le regarde. Comment on le regarde. Comprendre ses limites est le seul moyen de les dépasser. Dans ces tableaux, Cézanne a mis tout son monde. Ses pommes, ses fruits sont toutes les femmes nues de ses rêves. Je
je trouve que c'est un bel... Enfin, c'est pas une métaphore, mais je trouve que ça décrit bien ce que tu fais toi. C'est-à-dire, toujours parler peut-être des choses très ordinaires. Tu parles toujours d'un personnage ordinaire, mais qui l'est pas du tout, en fait. Mais ça, je ne dirais rien. Mais enfin, que c'est à l'intérieur du roman une façon de parler de ta pratique. Est-ce que toi, tu le vois comme ça ou... En partie, oui. Je crois que le travail d'écrire, ça paraît dans le livre souvent. J'ai inclus les difficultés aussi dans la structure. Mais oui, c'est souvent le regard, comment on regarde les choses qui m'intéressent plutôt que des choses dramatiques. C'est être présent dans son regard, le fait d'être présent au monde qui est important. C'est comment on est présent. Oui, et c'est, enfin, je veux dire, ça pourrait paraître évident que c'est évidemment visuel et le regard de partir des arts plastiques ou de s'y intéresser, de l'intégrer à la narration et tout ça, mais c'est pas, enfin, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi, mais d'un point de vue plus du geste, du mouvement, de la démarche, mais pas forcément du regard justement. Et je pense que c'est très propre là, il y a, avec l'abricot, quand il parle de l'abricot, il y a une question de cuisine, de peinture, de couleurs qui mélange. C'est une réceptivité de l'ensemble de choses qui peut produire une idée, une sensation. Ça me faisait penser à la phrase de Michaud, à laquelle je pensais souvent. Je crois que c'est un prof de dessin qui m'avait dit ça, enfin, que tout le monde, enfin, que tu connais sûrement, qui est, je vais la dire de tête, c'est pas exactement ça, mais je pose une pomme sur ma table, je la regarde et je deviens la pomme. Enfin, et qu'en général, quand on dessine, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Et je crois que c'est ce que tu... Enfin, c'est l'impression que tu te donnes. Je sais pas, c'est chose, une pomme, oui. Il se demande à un moment s'ils allaient manger ces pommes. Ouais. Et puis le personnage peint les personnes, enfin, il fait des portraits des gens en pommes quand même, c'est super beau. Et alors, bon, la fin est vraiment très belle, enfin, je regrette de ne pas pouvoir en parler parce que c'est un peu genre, et donc on va rien dire, mais je me demandais juste, enfin, elle est venue à la fin ou c'est une idée que tu avais dès le départ? Je me dis que tu dois l'avoir depuis le départ, je sais pas. L'idée de croquer la pomme, c'était une idée que j'avais, la relation avec le tableau, mais comment c'est arrivé, la dernière section, j'ai écrit vraiment à la fin. Je ne savais pas comment j'ai arrivé à ça. Et non, je me posais des questions sur, enfin bon, là c'est vraiment des questions de lectrice, quoi, mais sur les noyaux. Justement, à la fin, ils sont présents, des noyaux de cerises qui gardent depuis longtemps. En fait, ce qui est très troublant dans le livre, c'est que c'est un petit peu comme quand je lis un texte dans une langue que je ne connais pas, mais je ne crois pas que ce soit dû qu'à la langue, c'est qu'on n'est pas sûr d'avoir compris. Enfin, et je pense qu'on a beau le relire, il y a des choses qui... Mais c'est dans le bon sens du terme que je dis ça, et c'est comme quand on lit de la poésie, en fait. C'est très trouble. Et du coup, cette histoire de noyaux, voilà, je suis même plus très sûre, mais donc tu me confirmes, c'est à la fin. Qu'est-ce qui représente, enfin, c'est quand même une allégorie. Les noyaux, à l'origine, les cerises, c'est une chapiteau qui parle d'une grève, donc il y a référence à la chanson Tombe de cerises. Il y a aussi référence à son grand-père qui gardait les noyaux dans sa bouche, qui a cassé sa grand-mère, qui disait que si tu avales ça, il y a un arbre qui va pousser dans le ventre. Tout ça. Et ça, mon grand-père il faisait ça, il gardait des noyaux de cerises pendant très longtemps. D'accord. Et après, il les conserve. Dans le livre, le personnage, après c'est une histoire, il y a plusieurs choses autour de cerises, le fait de les manger de l'arbre, ou de les acheter. Mais lui, dans le tableau à la fin, ils ont un rôle. C'est délicat parce qu'ils ne sont pas très visibles aussi, donc il faut bien les positionner. C'est une partie d'hasard, comme il tombe, c'est noyau aussi. Ouais. Moi, ce que je trouvais assez beau enfin, je crois que je me suis attachée au motif du noyau parce que j'avais l'impression que ça renvoyait un peu aux non-dits et aux ellipses que tu crées dans le roman. C'est-à-dire que dans le tableau où on voit une nature morte, les noyaux, on les voit pas, mais on sait qu'ils sont là. Et j'ai l'impression que de les ramener à la fin comme ça c'était comme soulever la couverture. Enfin, je sais pas, je trouvais qu'il y avait un truc assez beau de rendre visible
Bah, comme un squelette. Oui, Enfin, voilà, je rassemble beaucoup de choses à la fin, donc mais c'était important. Enfin, pour moi, c'est un peu le crâne de la vanité, quoi. Oui, C'était un peu l'idée. Voilà, j'ai été très vite, j'ai l'impression, mais j'imagine qu'il doit y avoir des questions. Bon, on va peut-être passer, on va avoir le temps. Attends, je crois qu'il y avait un autre... Et après, on peut faire des questions ensemble, parce qu'il y a des choses qui... Oui, je pense qu'on peut faire des liens. Ouais. Mais en plus, moi, je parle des pommes aussi un peu. Oui, il y a une pomme qu'elle mange une pomme entière, c'est la même chose. Il y a même une phrase qui moi, j'ai pas les pruneaux dans mon ouais, ça, il fallait oser. Hein. Donc, du coup, je sais plus ce que je t'ai fait. Est-ce que je t'ai fait lire... Je sais plus du coup ce que j'ai fait lire ou pas comme passage. Je t'ai fait lire le début. Et page 13, 14, 15, je t'ai fait lire. C'est le début. Ah oui, non, voilà, c'était un dernier passage, page 110. Parce que je disais au départ que j'avais l'impression que le narrateur décrivait sa vie comme s'il décrivait un tableau. Mais j'ai aussi l'impression qu'on nous invite à lire le livre comme on déambule dans un musée. Et justement, il y a un passage où il parle de ça. C'est celui-là ou pas? Oui, ouais. Oui. Je suis très chaud. Ça nous faisait rire au début, les tableaux, d'être là, de nous sentir contraints par un silence qui n'était pas le nôtre. Nous nous regardions autant que nous regardions les œuvres. Nous restions groupés. Puis je suis seul. Nathalie et Camille ont un autre rythme, où on tournait à droite quand j'ai tourné à gauche. J'apprends d'abord à marcher. C'est ça l'impression que j'ai. J'essaie de me mettre au pas avec mon corps. Je me sens plus flexible que lui. J'ai l'illusion d'être toujours juste devant, derrière, à côté. Mais je suis dedans, je le porte. Comme un pauvre flasque, un vieux pyjama sans forme. J'ai 2 corps. Le plus petit, compact, dur, tendu, comme une pomme, peu avant sa maturité. Brinque-balle dans le plus grand. Personne ne voit ni l'un ni l'autre. Ces 2 corps font connaissance pendant que j'avance. Le reliard est ficelé ensemble. Ils se moquent un peu de moi. Ça me fatigue. Il y a un secret, je ne suis pas au courant. Je regarde, rien ne me touche tout de suite. Je regarde, mais je ne sais pas comment regarder. Entre les tableaux et moi, il y a une froideur, une distance, une indifférence passive et réciproque. Je suis gêné de regarder, je veux détourner les yeux, regarder en cachette. Ce sont les images qui m'observent. C'est progressif. Je ne veux pas dire ce qui s'ouvre, ce qui cède, ce qui change cet après-midi, mais je ne me préoccupe plus du parcours de Nathalie et Camille. Je n'ai pas besoin de la complicité de leur regard. Sans me rendre compte, je commence à voir. Il y a du monde autour de moi, mais le calme s'impose. Je suis seul, ça me semble neuf, original. J'ai du sang dessus. Bon, on y revient. Mais c'est pas mieux que les gens te posent des questions tout de suite, s'il y en a quand même pas... Pour avoir assez de temps pour parler. Je sais pas, je crois que ça va, non? Je sais pas quelle heure il est. Il est 7h moins le quart. Bon, je sais pas, il y a des questions maintenant ou... Bon, ok, on continue alors. Donc, Vierge est le 2e livre d'Amélie, après Grotte, qui est publié par un éditeur qu'on a déjà cité trop. Amélie a fait des études d'histoire, de cinéma, de photo. Elle anime des ateliers d'écriture. Elle a des pratiques de plasticien, qui fait des sculptures. Ouais. Un peu moins, mais bon, ça reste présent, c'est important. C'est dans le livre. Ouais. Tu as un site où on peut voir. C'est que j'ai un peu mis ça de côté, alors je suis mal à l'aise d'en parler comme d'un truc que je fais maintenant, alors je fais plus trop, mais bon, c'est important dans ma vie. C'est important que tu as ça comme histoire, donc je crois que c'est important aussi. Donc, Grotte, le premier livre, qui était très beau, j'ai relu cette semaine. Et c'est très différent. C'est quelqu'un qui est gardien d'une grotte, grotte assez connue dans l'Auvergne. C'est
un narrateur assez instable. On peut avoir des doutes sur le vrai auteur de ce texte, dans le texte. Et c'est assez délirant. C'est un livre assez statique. Ça reste autour de la grotte. Vierge, il me semble qu'on continue il y a beaucoup de thèmes qu'on retrouve. Et je ne sais pas, je ne vais pas vous parler de psychiatrie, mais dans Grotte, je trouve que c'est un livre qui concerne les pères, et là c'est un livre qui concerne les mères. Je ne sais pas si on peut voir ça comme un duo. Je n'avais pas pensé, mais ouais. Donc, Vierge. Enfin, ça, je suis d'accord que ça concerne les mères, mais. Les mères dans tous les sens. C'est une histoire très simple, et en même temps, c'est pas très simple. C'est une jeune fille qui est enceinte, mais qui est vierge. Donc, il y a des précédents dans l'histoire, on connaît, mais ça remue un peu le monde. Donc, cette fille va faire un voyage pendant la grossesse pour essayer de, je ne sais pas, pour comprendre. Tout le monde est en train de chercher le sens à cet événement. Et ce qui est étrange, c'est le temps. On ne sait pas. On imagine que c'est un futur proche. Mais tout le monde ne dit pas ça, mais dans mon esprit, c'est un futur proche parce que ça commence à Saint-Denis, le basilique Saint-Denis, qui n'a pas encore ses 2 tours. C'était pas voté d'ailleurs quand je l'ai. Donc là, ça va être pas avant 20 ans, je crois, que j'ai regardé. Donc ça doit être un peu. En même temps, les 2 personnages, il y a la jeune fille qui est vierge mais enceinte, qui a un copain. Et tous les deux, tu dis au début, qui vient d'avoir 15 ans. Mais lui, il est venu travailler comme artisan sur la cathédrale. Bon, c'est jeune pour venir travailler comme artisan. Donc ça fait penser à l'époque où on construisait les cathédrales. Le vrai à l'époque. Donc il y a un mélange, une grande ambiguïté par rapport au temps. Et le voyage part, il y a des voitures, mais c'est beaucoup à pied. Est-ce qu'il y a un temps précis? Non, c'est très juste. Dans mon esprit, c'est un futur proche, mais des gens pensent que c'est dans le passé. Bon, ça a peu d'importance, mais en tout cas, le passé affleure continuellement par des scènes qui rappellent. Je pense à la foule qui s'endort. Il y a des scènes comme ça décrites dans l'histoire. L'omniprésence des églises ou des cathédrales. Il y a plein de choses où c'est ambigu. Après, je voulais quand même qu'on puisse s'attacher au moins à un présent et peut-être à un futur. C'est-à-dire qu'au départ, elle n'avait pas de téléphone, par exemple, et j'ai rajouté le fait qu'elle le laisse. Enfin, c'est des détails, c'est pas très intéressant. Mais en tout cas, je voulais que ce soit un temps incertain. Je voulais que l'ensemble du texte, d'ailleurs, soit insaisissable et à plusieurs niveaux. Enfin, je voulais que la langue soit un peu mouvante aussi. Je sais que parfois, les gens disent qu'ils ont besoin de lire une phrase 2 fois, pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'il y a un peu, peut-être un petit peu ce que tu fais aussi, mais différemment. Oui, c'est pour casser le rythme, parce que ça vient pas automatiquement, on est obligé de réfléchir sur ce qu'on lit. Ce qui est bien, il faut faire travailler les lecteurs. Voilà. Je voulais que ça mêle différents registres, enfin voilà, je voulais que ce soit incertain à plusieurs niveaux et le temps c'était important. Et puis il y a le bateau aussi que j'ai construit parce que l'histoire est racontée par la fille de cette jeune fille tombée enceinte, la conception virginale. Et elle est sur un paquebot et elle raconte cette histoire à un petit groupe d'officiers sur le pont. Et 2 officiers. Et mais il y a très peu de marqueurs temporels, on ne sait pas très bien quand est-ce que ça se passe. On sait bien que c'est après, étant donné que c'est la fille, mais voilà, j'imaginais ce bateau comme un bateau fantôme, qui soit complètement détaché, qui surplombe l'histoire, et qui raconte ça de loin. Oui, ça fait un peu penser à Roland, ce bateau. Oui, il y a 2 parties de livre. Donc il y a la narration, l'histoire, et une partie en italique où la fille raconte. Et elle raconte l'histoire de sa mère, mais elle l'a par une autre personne. Donc déjà aussi, on peut avoir quelques questions sur la véracité, la stabilité du texte et de l'histoire qu'elle raconte. Mais on ne va pas trop parler.
de l'autre personne et la fin du livre. Mais le voyage, elle part de Saint-Denis. Saint-Denis et Saint-Louis sont très importants, donc le bateau, c'est Saint-Louis aussi. J'ai beaucoup, en fait, à l'époque où j'écrivais Grotte, et surtout avant, j'ai beaucoup lu, bon, j'ai fait des études d'histoire, comme tu l'as justement dit, mais j'ai beaucoup lu sur les croisades, et j'imaginais que j'allais écrire quelque chose sur les croisades. Je pensais que j'irais au Moyen-Âge, enfin, c'est aussi ce qui explique cette temporalité. Et Saint-Denis, en fait, elle part de Saint-Denis, elle arrive à Aigues-Mortes. Donc c'est exactement le trajet que faisait, en tout cas c'est le point de départ et le point d'arrivée de Saint-Louis quand ils partaient en croisade. Et d'Aigues-Mortes, ils s'embarquaient pour l'Orient. Donc j'ai repris, c'est ça qui explique les choix de ces deux villes. Et puis Saint-Denis, c'était pour plein de raisons, parce que... Alors, d'une part, parce que j'ai visité la basilique et que non seulement elle est très belle, mais aussi elle me renvoyait à des questionnements de symétrie, de copie, de ressemblance, parce que je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais en gros, la tour a été, une des deux tours a été foudroyée au XIXe siècle, et depuis 200 ans, enfin un peu moins, il y a des projets de reconstruction. Viollet-le-Duc voulait reconstruire une tour à l'identique de la première, pas comme celle qui avait été détruite. Et là, vient d'être voté, mais pour le coup, très récemment. Enfin, moi, je ne savais pas en écrivant qu'ils allaient vraiment la reconstruire, mais ça vient d'être voté. Donc, ils vont reconstruire la tour. Et donc, elle est en déséquilibre pour l'instant. C'est une symétrie contrariée, quoi. Et c'est très beau. Et puis, il y avait aussi la figure de Saint-Denis, qui est donc un martyr, un saint céphalophore. C'est-à-dire qu'il a été décapité à Paris. Et les saints céphalophores, c'est ceux qui portent leur tête. Et donc, lui, il aurait porté sa tête jusqu'à l'emplacement actuel de la basilique. Et toutes les représentations que j'ai vues, enfin la plupart, il porte sa tête devant son ventre comme ça. Enfin c'est très beau. Il y a une sculpture en particulier qui est à la basilique que j'aime beaucoup. Enfin c'était une carte postale que j'avais tout le temps sur moi quand j'écrivais. Et pour moi c'était un bel emblème de cette contradiction entre le corps et l'esprit, entre les croyances et la science. Enfin et voilà, et cette tentative de les réconcilier en marchant comme ça, en portant sa tête, pour aller l'enterrer, je crois. Enfin je sais plus très bien. Et puis, pourquoi Saint-Denis aussi et puis aussi, j'ai beaucoup fait d'ateliers. Alors ça, c'est un peu le hasard, mais j'ai fait beaucoup d'ateliers en Seine-Saint-Denis. Et c'était une jeunesse que j'étais contente à laquelle j'étais contente de me rattacher. Enfin, d'imaginer qu'une de mes petites élèves pouvait être Emmanuelle. Saint-Denis et Aigues-Mortes, ils gardent le nom. Ouais. Mais toutes les autres villes, on ne sait pas. Ouais. On peut repérer des choses, mais tu changes tout. Je change tout, ouais. Et ça, c'est dans le même principe d'incertitude. C'est-à-dire que je voulais qu'au début et à la fin, on comprenne que c'était bien la France qu'on connaît, mais qu'entre les deux, on puisse reconnaître sans connaître ou connaître sans reconnaître. Enfin, je pense que certaines personnes reconnaissent des villes, mais pas d'autres. Et puis, c'était très excitant d'inventer cette toponymie. Enfin, on a un bon sens de géographie. Moi, la première fois que j'ai lu... comme je ne suis pas français, j'essaie de chercher, et j'avais vraiment un sens de géographie, d'histoire, je me dis, il y a plein de références que je n'ai pas captées. Il y a un auteur de chez Christophe Luquin qui l'a lu et qui m'a dit « Mais c'est fou, toutes ces villes que je ne connais pas en France !» Et là, ça m'a un peu sidéré. Je ne dirais pas ça. En Gien, où il y a le fait des mers, avec les pruneaux, on peut imaginer Angers, mais si on est dans le sud-ouest, on peut pas éviter de penser le grand pruneau chaud qui mais je ne connais pas le grand pruneau chaud. C'est donc... ça ressemble beaucoup à ton livre. C'est vrai. Ah, tu me racontes, enfin tu peux raconter. Oui, pour les Agenais, c'est le grand festival d'Agen, donc non, c'est pas exactement comme... Oui, quand Emmanuelle, c'est la fille qui part en voyage, elle arrive à cette ville où c'est difficile d'expliquer ça. Mais, ça te gêne? Non, je vais te demander de lire si tu veux. Mais, moi, ça ne me gêne pas, j'ai écrit. Non, mais c'est parce qu'il y a plusieurs choses. Parce qu'il y a l'histoire des mers aussi. C'est parce que chaque ville a une mer qui je ne sais pas si tu essayé d'être élu une fois et tu n'aimes pas les mers. Il y a quelque chose avec les mers. Hein, c'est les mers de ville, et ici, là, c'est les fêtes de mer. Et donc, M-A-I-R-E. Oui. Ça part d'un jeu de mots oui, un peu idiot, mais en fait, c'est un peu plus que ça. Enfin, oui, non, mais je vais parler de la langue voilà, aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots. Ouais.
mère d'Enjean était une petite femme hâlée, dont les rides creusaient sur ses joues de sombres sillons. Quand les cousines l'aperçurent, elle était postée au sommet du grand escalier, descendant de la cathédrale à la rivière, qui coulait au pied de la ville. Le monde la regardait. De là, elle orchestrait quelque chose, et les Enjanais attendaient en bas pour gravir les 100 marches. Leur tour venu, ils les montaient, en avalant un pruneau sur chacune d'elles. Ils en couchaient le fruit et mastiquaient sa chair. Ils maintenaient le noyau fermement coincé entre la langue et le palais. Ils le léchaient avec soin pour le nettoyer sans l'avaler, et le recrachaient propre au creux de leurs poings, comme un os bien rongé. Les autochtones s'exécutaient sans rebuffade. Aucun faux pas ne gâtait la scène. Ils avalaient sans se presser, puis ainsi gavés, ils se vidaient. Ils expulsaient leur merde en redescendant l'escalier. Ils laissaient faire les corps. Leurs jambes fléchissaient et leur dos se voûtait. Ils n'étaient plus que leur corps, des silhouettes molles, informes. Puis, ses pantalons souillés, ils rejoignaient la rivière pour s'y diverser tout l'après-midi. Ils n'avaient aucune inhibition, et pour passer inaperçu, Emmanuelle devait dissimuler son dégoût et demeurer de marbre, malgré l'odeur et le bruit. Dans son état, elle craignait l'effet de la purgation. Elle avait peur de se vider complètement, et qu'en voyant ce qui sortait, ils ne devinent tous qui elle était. Elle serrait les fesses. Avec sa cousine, elle accomplit néanmoins le rite. Ils remontèrent l'escalier vers l'édile qui se tenait toujours en haut des marches. Emmanuelle avala 100 pruneaux sans y penser. Dans l'effort, le goût ou le dégoût l'emportait peu. Une fois parvenue au sommet, elle jeta les noyaux par terre et se rapprocha de l'édile, dont un foulard encapuchonnait toujours la tête et les épaules, dissimulant dans l'ombre ses yeux clairs. Comme tous les Enjanais, Emmanuelle se pencha vers elle, qui s'inclina aussi. Elles restèrent quelques secondes en communion, et leurs fronts confondus, des mots furent échangés qui demeurèrent secrets. Ensuite, tous les Enjanais embrassés, Emmanuelle la dernière, l'édile rejoignit la rivière par l'escalier. En descendant, elle avalait à son tour des pruneaux, un sur chaque marche, et malgré l'imperméable brun qu'elle portait, on ne pouvait ignorer ce qui lui arrivait. Elle se vidait, et en bas, enfin, elle s'effondra dans une boue molle, d'où personne ne vint la relever. C'était là? Oui. Donc ça c'est le destin d'un des maires. D'où est venue cette idée de maire, A-I-R? Je crois que c'est venu, en fait, comme pas mal de choses dans le roman, même cette histoire d'écrire un roman sur une jeune fille vierge qui tombe enceinte, c'est un peu une façon de pousser les limites de ce que je peux faire avec un roman, de partir d'un truc un peu potache. Enfin, là, c'est carrément potache, l'histoire de la Vierge un peu moins, mais enfin, c'est un peu gros, quoi. En général, quand je raconte le pitch de mon roman, les gens ricanent, ils sont un peu gênés, ils se disent « mais qu'est-ce qu'elle a fait ?» Et enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse, je me dis un peu « bon, je vais m'attaquer à ça ». Enfin, c'est pas un défi, mais ça m'amuse, en fait. Et l'histoire des mères, au départ, c'est venu, je crois, je sais plus vraiment dans quel ordre c'est venu, mais je crois que c'est venu du jeu de mots, la mère, la maman, et mère. Mais c'est aussi un livre qui parle du pouvoir des hommes, et de ceux des femmes, et de leur rapport, et je pense qu'il y avait un jeu là-dessus. Alors là, c'est une femme, en l'occurrence, mais voilà. Et alors, l'histoire des pruneaux, je ne sais pas du tout comment c'est venu. Faut aller à Jean, tu vas tout comprendre. Je connais pas le pruneau chaud, mais je vais me renseigner. Mais par contre, je crois que l'idée, c'est que j'ai l'impression que ce qui me donne envie d'écrire, c'est de donner une forme à une intuition. Enfin, qu'il y a beaucoup de questions de forme, de perdre sa forme, de la prendre. Et faire un enfant, évidemment, c'est créer une forme. Et que la question de savoir d'où viennent les formes, que ce soit les idées, parce que c'est des formes, enfin les idées, les histoires, les mots, c'est ça qui m'intéresse. Et cette histoire de pruneau, c'était un moment, d'ailleurs, auquel, à la fin, quand il y a toutes les questions des journalistes, je dis qu'il a logoré des journalistes, je rappelle que ça lui rappelle, enfin, elle dit que, la narratrice dit que ça pourrait rappeler cette scène-là, et que c'est une question de tenue, je l'exprime pas très bien, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est un peu une critique de la société. Voilà, oui, c'est un peu acerbe, sous le prétexte d'être drôle. Le livre il est ambigu tout le temps, il critique, mais il critique tout. On ne sait pas où se situer. Ça. Et on peut dire que tous ces malheurs qui arrivent sont aux causes de la grossesse de la fille. On a l'impression que
où elle passe, ça amène la catastrophe. Et à un moment, elle ignorait que sa grossesse pouvait précipiter le monde dans l'abîme, comme une graine de sable grippe la machine. Et c'est un peu ça. Il y a un peu ça, et en même temps, je crois qu'il y a un vrai... comment dire, une vraie lacune dans le livre, mais dont je suis parfaitement consciente, et dès le départ je l'ai eu, mais en fait on ne sait pas très bien pourquoi elle part, et on ne sait pas très bien pourquoi ça déclenche tout ça. Et j'essaye pas de l'expliquer, j'essaye plutôt de donner corps à l'ambiguïté de ce voyage. Ça ne me manquait pas comme explication, et bon, sa mère, je crois qu'elle ne voulait pas qu'elle revienne, donc elle était probablement contente qu'elle parte aussi. Oui, il y a plein de petites explications, mais j'ai l'impression que fondamentalement, comme je n'explique pas pourquoi elle tombe enceinte alors qu'elle est vierge, c'est pas l'objet du livre, s'il n'y a pas de ce suspense-là. Mais Parce que ça met... tout le monde est en train de chercher un sens à ce qui se passe, et même sa mère qui... Si je trouve le passage... on a un dialogue. Jusque là. Bon, alors je lis très mal le dialogue. Ta cousine est enceinte. Ah bon? Mais seul... je suis nulle. Ta cousine est enceinte. Ah bon? Seul le train ne lui est pas passé dessus, tu sais. Mais pourquoi tu dis ça? Je ne l'ai jamais vue avec un garçon. Oui, peut-être, après tout. Elle dit d'ailleurs qu'elle n'a pas connu d'homme. C'est fou. Je suis passée la voir au début de mon voyage. Je me demande si à ce moment-là, elle savait. C'est une de ces vierges autoproclamées? C'est incroyable. La mère changea de sujet. Où étais-tu toutes ces semaines? Après Enghien, j'ai marché sans trop planifier, la Souve, l'Aune, Élan et la Vergogne pour voir les volcans. J'ai suivi 2 hommes à la Burle, puis à Suire. J'ai passé un temps fou à Gagne, au bord de l'Antône. J'ai pris un train pour ma raison en pensant aller voir ta mère. Mais j'ai décidé de revenir. Pourquoi ces villes-là et pas d'autres? J'imaginais que tu irais comme une vierge, à Tarbes par exemple. Mais comment? Il fallait bien choisir. Je ne pouvais pas simplement traverser le ciel. Tu es parti au hasard, comme si tu étais en cavale, alors que chaque étape aurait pu avoir un sens. Et je ne comprends pas ce que tu fais ici. Tu court-circuites ta fuite. Je suis sûre que Jonathan te cherche. Va à l'Astre, ses parents sont riches, ils financeront ton voyage. Lui pensait d'ailleurs que tu irais là-bas. Par amour ou pour l'argent, je ne sais pas. Mais je ne peux rien faire pour toi. Donc voilà, c'était un dialogue, j'aurais peut-être dû le lire avant, mais c'est un dialogue entre la mère et la fille. À un moment où elles se sont finalement retrouvées. Et là, on voit que la mère, si elle ne comprend rien, elle veut que la fille donne sens et qu'elle donne ce sens à la fuite, le voyage. Donc elle dit, tu aurais dû aller là, même si elle ne comprend pas pourquoi vraiment. Ce qu'elle finit par faire d'ailleurs. Parce que tout le monde veut comprendre, et on voit ça dans le voyage et la rencontre. Il y a plein d'épisodes, il y a des jeunes qui attendent à différents endroits. Tu critiques beaucoup la croyance dans le livre. Il y a beaucoup d'églises, il y a Notre-Dame, il y a beaucoup de Notre-Dame dans le paysage en France. Je ne sais pas si je critique la croyance. Pas critique aussi, c'est jamais aussi clair que ça. Mais en fait, tu montres très bien que Notre-Dame, qui était la Vierge, est très implantée dans le paysage de la société. Elle est très importante, elle est là tout le temps, mais comme un symbole du passé. Et si ça revient, si cette possibilité revient, ça dérange. Et à un moment aussi, elle tombe sur une manifestation où des gens ce sont plutôt des athées, des anticléricaux, qui manifestent contre la Vierge, parce que ça fait peur aussi. Et elle est déçue parce qu'elle pensait que tous ces gens-là prendraient sa défense. Parce qu'il faut savoir que c'est prouvé. Tu questionnes les croyances des gens, il ne faut pas procrastiner cette croyance, il ne faut pas que ce soit déstabilisé. Oui, c'est tout à fait. Oui, parce que ce soit de l'un côté ou de l'autre. Ce qui est propre à cette jeune fille, c'est qu'il y a eu des analyses qui ont bien confirmé que l'enfant n'avait pas de père. Donc c'est pas, on ne l'accuse pas de mentir. C'est pas ça. Il y a eu des analyses qui... voilà, bref, vous comprenez. C'est prouvé. Voilà. Parce que c'est possible... En même temps, c'est pas le fait d'être vierge qui empêche l'histoire, qui est relevé 2-3 fois dans le livre aussi. Il n'a pas besoin d'être vierge non plus pour être...
enceinte dans ces conditions-là. Ouais, voilà. Donc oui, tu montres bien des croyances, des façons que les gens sont implantés dans une tradition, mais que la tradition, c'est quelque chose qui fait partie du présent, du moment que c'est pas trop vivant. C'est marrant comme chose. Ouais, bah c'est une lecture, je pense, qui m'intéresse, mais en réalité, j'ai pas vraiment eu d'intention de se... Enfin, comment dire, non, ce serait un peu de mauvaise foi de dire ça, mais enfin, j'ai surtout raconté une histoire et je m'attaque un peu à tout ce auquel je peux m'attaquer, étant donné le sujet. Oui, mais dire que voilà, je prends toutes les... Voilà. C'est ça qui... Et après, chacun pioche un peu ce qu'il veut. Et tu parlais de la langue, il y a beaucoup de points où j'ai pensé que l'histoire se construisait justement parce que le mot a amené un autre. Tu parles de ça, cela, échelle, il y a des échelles, plusieurs échelles, mais après, c'est l'échelle au niveau de taille, l'échelle pour grimper, tu passes d'une chose à l'autre et tu enchaînes lièvre, fièvre, net, fenêtre, qui sont les rimes dans la tête du personnage, sans qu'il y a d'autres explications, mais on a l'impression que ça avance aussi, tu joues tout le temps avec le lecteur, tu joues avec tout, mais tu joues beaucoup avec la langue. Bah, une des hypothèses, moi je sais pas, c'est que quand même la narratrice invente tout ça, et que c'est n'importe quoi. Un peu comme le type dans Usual Suspect qui à la fin fait toute une histoire avec ce qu'il y a écrit sur le tableau derrière le policier qui est en train de l'interroger. Il y a un peu Sauf que là il n'y a pas de tableau, mais c'est très juste cette remarque. Ça me plaît beaucoup cette idée que le texte rebondit sur lui-même, en fait. Oui. Que, voilà, ça... Et au niveau d'écriture, on a entendu, il y a des phrases très populaires, assez vulgaires, quand il parle de la cuisine. Et on imagine une écriture très moderne, et en même temps, tu lis le passé simple de façon très classique. Et il y avait un passage où j'ai trouvé que c'était un passé simple ironique. Je ne sais pas si c'était mal, mais c'est pas tout le temps, c'est un passé simple ironique. Il y a un passé simple classique à certains points, Roth c'est passé simple aussi, mais il y a un certain moment où c'est vraiment... donc tu joues avec des niveaux de langue, qui joue aussi avec l'idée que ça peut être l'époque de la construction de la cathédrale à l'origine et un avenir aussi. C'est assez déstabilisant tout ça, ce qui j'aime beaucoup. Non, mais c'est très juste sur les emplois du temps. J'ai là eu la chance de travailler avec plusieurs correcteurs en fait, et du coup c'était très fin, dont une qui est grammairienne, et c'était un travail très intéressant qu'on n'avait pas eu le temps de faire, ni les moyens vraiment en fait pour Grotte. Et, ça m'a permis d'être plus précise, je crois. Oui, voilà. C'est très précis. Ouais. On voit que les mots sont choisis, l'anglais, le point de regard, puisqu'on a parlé avec mon livre des arts plastiques, les tableaux, mais là, il y a un photographe et il y a une belle scène où tu décris une photo, et il y a plusieurs points de vue quand tu approches d'un objet ou une cathédrale, comment ça change, la perspective change selon tu es plus ou moins loin. Quand tu viens tout près, c'est caché par quelque chose. Tu es très attentif à tout ça, je trouve. Il y a je sais pas, on peut imaginer des tableaux qui ont peut-être inspiré certaines scènes aussi. Il y a un moment... des paysages, ouais. Je trouve, je ne me souviens plus quelle page, mais il y a surtout... la ruine me faisait penser de Vénus de Botticelli. Il y a un moment que sûrement... je sais même pas si c'était conscient ou voilà, mais beaucoup d'images, et surtout des paysages. Donc, les triangles aussi. Il y a des mots qui reviennent. Les triangles, ça c'est... Les triangles, les pommes, les imperméables. Oui, j'étais étonné de ne pas te voir un imperméable. Parce qu'il y a un moment dans le livre où elle est étonnée de voir des gens imperméables avec cette chaleur. Ouais. Mais ça aussi, c'est pas poli de rentrer dans une église ou de rentrer dans un lieu sans être couvert. Donc, il y a beaucoup d'imperméables. Ça me fait penser à beaucoup de choses. C'est un livre qui est foisonnant, qui raconte l'histoire, mais ça va dans plein de directions. Ça me fait penser à Ernesto Sabato, je ne sais pas quoi, mais c'est des choses... Après, Rabelais, ça fait penser les chronos, en plus, je crois que sa région, c'est un peu sa région.
il y a le tapisserie de l'Apocalypse aussi qui pas loin de... Bah oui, non mais oui, on ça, reconnaît l'escalier. Oui. Mais les thèmes qui reviennent, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure, parce que moi je travaille beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait l'imperméable. Bon, je trouve que c'est un élément narratif hyper important, enfin, qu'il y a plein de... qui te fait penser à plein de choses, mais aussi parce que c'était une question de surface, c'est-à-dire il y a quelque chose à l'intérieur d'elle, elle est imperméable à ça, et enfin, c'est toujours des rapports de forme, la pomme c'est la même chose. Peut-être que je peux lire le passage de la pomme du coup pour faire un lien avec tout travail. Non. Non, mais si je vais trouver. Parce que oui, il y a l'échelle qui revient beaucoup. Tu aimes bien plier les choses aussi. Il y a beaucoup de choses pliées. Ah bon? Ah oui. Le basilic, début, tu l'imagines oui, je la plie en deux. Après, il y a un papillon, il y a la gare, il y a un autre moment. Oui, la symétrie. Quoi. Et tu parles de symétrie et la symétrie parce que tu... Pour vérifier que c'est bien symétrique. Oui, non, c'est un peu un truc qui me... Et... Je sais pas. C'était pareil dans... Enfin, Grotte était... Dans Grotte, il y a un thème qui revient, c'est se ressembler à quelque chose. Ouais. Dans Grotte, c'était quelqu'un qui avait... Il n'aimait pas ressembler à son père. Là, c'est ressembler à sa mère. Où il y a des jumeaux, des choses qui n'ont pas d'œufs et de taux, il y a 2 silos. Ouais. Et souvent, c'est le fait que elle soit enceinte sans l'intervention d'un homme, elle va être une réplique de sa mère peut-être. Donc il y a toutes sortes de choses par rapport au double. Ouais. Il y a déjà le double ici, c'est marrant le double. On ne sait pas pourquoi. Bah, je pense que c'est des questions de gens qui créent. Enfin, je sais. Ouais. Je sais pas. Bon, je vais lire le passage. Alors. Elle sourit. Oui. Après un silence, il poursuivit. Ah oui, là, elle vient de rencontrer 2 hommes et elle va partir avec eux. Parce qu'elle est quand même assez libérée. Et où est le père? C'est l'homme que vous cherchez? Mon père est mort, je vous l'ai dit. Elle sourit de son erreur sans pour autant répondre. L'orage passa et le soir avec eux, Emmanuel s'endormit dans le lit confortable d'un palace de la Burle. Ariel et Stéphane prenaient soin d'elle et elle en profitait. Au matin, elle ouvrit les yeux sur des murs tapissés d'un papier uni jaune. Les rideaux à rayures, jaunes aussi, diffusaient en la réchauffant la lumière du soleil dans la chambre. Sans aucune ombre pour l'accompagner, la clarté matinale inondait les oreilles, forçait les bouches, pénétrait les nez et toutes les cavités. La pièce était baignée d'une lumière ouatée, que les draps réverbéraient et les corps endormis laissaient faire. Emmanuel, qui étouffait, regrettait de ne pas avoir fermé les volets. Elle aurait aimé que quelqu'un le fît à cet instant. Noyée par le jour, immobile, elle se remémorait ce qu'elle faisait là. Puis elle toucha son ventre, stupéfaite de sentir une bosse de la taille d'une pomme sur son flanc droit. Elle avait avalé le fruit entier, sans le partager, et il risquait de demeurer toujours au creux de son abdomen. Elle se redressa en soulevant son t-shirt pour vérifier si elle voyait ce qu'elle sentait. Et en effet, non seulement son ventre qui gonflait depuis Saint-Denis était un peu sorti de sa réserve, mais cette enflure à droite le rendait difforme maintenant. Elle appuya tant qu'elle put, la grosseur se résorba et elle oublia sa stupeur. Voilà, c'était pour faire un petit lien avec eux. Oui. Mais il y a quand même des fruits dans mon livre. Oui, justement. Oui. On a tous les deux une pomme mangée entière. Ouais. Tu l'as lu le passage avec la pomme Non. Non. Je sais pas, oui. Je sais où c'est. Je sais pas où c'est, je note. Sinon, j'allais te demander des 2 autres passages ici, jusqu'au du même. Non, je crois que je ne vais pas noter Oui, c'était difficile de choisir des extraits parce que, comme ça va dans tous les sens, et le livre me fait beaucoup penser. La première lecture d'Alice au Pays de Merveille, c'est ça qui m'a frappé le plus. L'enchaînement de choses. Parce que tu dis, elle est assez libérée, on rencontre les gens, elle rencontre des hommes, des groupes d'hommes, elle est prise en autostop. Et on peut avoir peur, mais tu joues toutes les attentes de ce qu'on peut attendre de ces situations. Et des fois, il y a une conversation, on ne sait pas, c'est intéressant, et après elle dit, bon, on finance. Et elle s'en va sans suite. Et il y a des choses, il y a un moment justement où elle change d'échelle, c'est un chant, et
sais pas si c'est plus Ouais. grand ou plus petit, qui est très beau. Et oui, il y a beaucoup de choses comme ça, ça peut aller sur le plaidoyer. Bon, ça me fait plaisir. Enfin, ça me fait plaisir. Après, on me pose souvent la question de savoir si c'est plusieurs contes ou si c'est un conte. Et alors, je sais pas si j'ai une bonne. Enfin, moi, j'ai pas du tout fait d'études littéraires, et je sais pas si j'ai une bonne définition du conte, mais j'ai l'impression que dans le conte, enfin, il y a peut-être des gens qui pourront nous aider. Il y a une dimension philosophique, un message quand même. Et ouais. Et moi, en tout cas, j'ai pas cette intention. Déjà, c'est philosophique, tu provoques la réflexion. Voilà, mais ce que j'espère, c'est que je déjoue les messages possibles. Et que. Toutes les questions que. Si on est enceinte comme ça, tout ça s'implique, la responsabilité qu'on a pour ses enfants ou pas, c'est pas la même chose. Est-ce qu'on peut avoir un contraceptif contre cette forme de. Eh bien non. Et c'est ça, donc si on ne peut pas, donc on n'a pas de même responsabilité, donc on peut les manger, ça on veut, ses enfants et tout. Il y a des discussions assez philosophiques. Oui, mais est-ce que le livre. Enfin, il y a des passages évidemment, mais j'ai pas l'impression. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus une question. Enfin, en tout cas, la fin, on ne va pas dévoiler. Tu n'as pas un discours, mais tu lances des choses. Je lance des choses, voilà. Oui. Et j'ai l'impression que le conte est peut-être plus. Enfin, je sais pas. J'aime pas trop. Enfin, Alice au pays des merveilles, ça me fait plaisir, mais l'idée du conte. Moi, j'ai tout au niveau de structure, au niveau d'enchaînement, avec les chasseurs, par exemple. Ouais, puis même le rapport à l'auteur, je pense, entre l'auteur et le livre. Oui. On va pas dire, mais. Non, on va pas tout dire. Peut-être que là, c'est un discours, c'est le grand-père des jumeaux. C'est le discours pour dévoiler le plaque. Je trouve ça. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à notre ami, votre grand-père, votre père, notre mère à tous, devant la maison où il est né il y a 93 ans. Sa réussite ne doit pas nous faire oublier d'où il venait. Le passé invisible existe et perdure. Je refuse qu'on nous le dérobe comme l'envers du décor. Inaugurer cette plaque, c'est souligner que le destin déchiré nous enveloppe comme un linceul à la fin. Pharmacien, historien, écrivain, politicien, il savourait le pouvoir parce qu'il savait d'où il venait. Il ne reniait ni sa mère ni son père sabotier, et il avait choisi la fonction municipale, devenant le maire de la ville qu'il avait vu naître, parce qu'il savait qu'à cette échelle, les choses rendues possibles se réalisent. Il croyait au paternalisme et au passé qui dicte les conduites. Mais il faisait aussi le présent et travaillait avec ardeur à devenir un souvenir brillant pour ses enfants et ses administrés. En venant, vous êtes passé, je pense, par ce boulevard qui porte son nom. Vous avez longé le stade qui lui rend hommage. Regardons cette maison, ces fenêtres. C'est difficile d'imaginer qu'un jour, à un endroit précis, un tel est né. Qu'à l'intérieur, à tel étage, sur un lit, une telle chose est arrivée, comme un accident. Temps et espace abolis en un instant sanglant. Ici, le maire est né, tâchons de conjuguer nos pensées, pour lui qui ne cessa de faire taire le hasard, pour s'élever sans rien craindre. J'aime bien, les mains, il revient, et là j'aime bien. Bon, il se trouve qu'en l'occurrence, c'est le grand-père. Voilà, et en fait, ça, je reprends un peu l'histoire de mon arrière-grand-père. Tu savais? Non. Non, c'est très bien. Au niveau de. Tu disais de moi que je ne parle pas des grands événements, et toi non plus, c'est beaucoup de petits détails, beaucoup de. Souvent tu remarques quelque chose, le personnage remarque quelque chose, un détail qui. Oui, mais il y a quand même des scènes, genre des foules qui s'endorment. Après, il y a une scène où tu crées une chambre et à la fin, il n'y avait rien qui fut digne d'être peint. Mais déjà, tu as fait le tableau avant de dire, et c'est digne d'être écrit comme c'est digne d'être peint aussi. Donc c'est ambigu ce qui est digne d'être inclus ou pas dans une œuvre. Oui, c'est vrai que je m'attache à des choses très infimes, mais ça c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à quelque chose d'un peu de pousser les limites. Je m'attaque aussi à des trucs, des scènes de diarrhée collective ou des gens qui s'endorment. Après, il y a des scènes assez scientifiques où on apprend sur les volcans. Ah oui, le discours du guide. Oui, et ce qui est assez marrant, et quand elle parle des niveaux de la mer aussi. Du niveau de la mer. Quand tu es sur le bateau,
Ah oui, Fausse de Lys. oui, c'est au milieu ça. Ouais, ça, je sais où c'est. 99. On peut peut-être finir. Là c'est une des parties en italique. Donc là, c'est la narratrice qui est sur le bateau et qui revient sur le Et papier. qui raconte ces deux officiers. On se demande s'ils sont vraiment intéressés parce que de temps en temps, elle dit parfois, ils se lèvent. Elle est assez sûre de son histoire, mais il y a un moment où non, c'est pas elle, mais c'est quelqu'un qui dit l'auteur a tous les droits de toute façon. Lorsque nous ressortîmes, l'air chaud du dehors contrastait avec la mer et le ciel confondus dans le noir. L'horizon disparut, seul retenaient nos yeux de rouler les vagues phosphorescentes qui criblaient l'étendue d'eau. Nous marchions sur le pont comme des revenants à l'intérieur de la nuit. Je leur parlais depuis des heures d'un pays où ils n'avaient jamais mis les pieds, mais nous parlions la même langue, et ils suivaient. Ils connaissaient une partie de l'histoire. Ma mère avait fait parler d'elle autrefois, jusqu'à mettre le vieux monde à feu et à sang. Et moi, depuis ma naissance, j'errais sur la mer pour fuir cette légende. J'avais franchi 100 fois les détroits, j'avais frôlé toutes les côtes. Je n'étais pas seule, mais les promesses de la terre s'évanouissaient toujours sous mes yeux fatigués. Nous faisions demi-tour, éternellement, sans jamais poser pied à terre. Je racontais mon histoire aux officiers en caressant du bout des doigts, dans ma poche, une lettre de ma grand-mère à ma mère. Je l'avais lue et relue, et me revenait seulement ce cher Emmanuel qui me touchait. Rien d'autre ne restait, et je renonçais à la lire aux officiers. La lettre demeurerait au fond noir de ma poche. Attirée par le vide et l'eau en dessous, femme fantoche, guidée par une folle inspiration, je m'approchais du bastingage. Je m'absentais pour des pensées si lointaines qu'elles avaient l'éternité pour s'étendre au milieu de l'histoire, mes yeux perdus dans les vagues. À terre, la limite était claire entre les œuvres vives et les œuvres mortes. Mais à bord et à l'intérieur, loin des hublots et du ciel, à quel monde appartenions-nous encore? Quelle légitimité avions-nous à fuir la fin à bord? C'était comme courir après l'horizon. Nous aurions dû plonger plus profond. Renflé en proue, le bulbe de l'étrave avait la forme d'un sexe à chevaucher, et mes pensées longues auraient épousé la quille coupante pour s'étirer jusqu'aux sinistres hélices. Nous approchions du détroit. Sous nous, 2000 mètres d'eau pesaient sur la plaine abyssale. J'avais le vertige. Ce n'était pas le vide, mais l'invisible et le froid qui m'inquiétaient. Il n'était plus question ici de bulles ou d'air pour respirer. Jusqu'à 200 mètres, la température était hospitalière, à peine plus froide que les flots qu'on brave en barbotant sur les plages. Puis pendant 800 mètres environ, elle chutait progressivement, jusqu'à 4 degrés. On appelait cette zone la thermocline, comme on appellerait une maladie très médicale, coma ou mort cérébrale. Enfin, en dessous, le froid était proche de zéro. Quelques jours plus tôt, nous avions frôlé la fosse Ulysse, un enfer de 5000 mètres d'eau. 5000 mètres sous la mer, 5000 mètres dans les airs, c'était la peur et l'au-delà. Alors que ce qui est à 5000 mètres sur terre, à 5 km de là où l'on se trouve, 5 km de route, 5 km à pied, pour ceux qui vivent, ce n'est rien, c'est proche, c'est juste là. Voilà. Merci. Merci à toi. Donc, il y a plein de choses qu'on peut dire parce que c'est vraiment beau. Et on a invité la femme et on découvre les choses et en relisant, c'est oui, je crois que c'est un des points communs entre les deux. Il faut relire des livres comme ça. Il faut les lire 2 fois. Minimum. Vous avez des questions? On a chaud. Ouais. Ben, merci d'être venus à tous. Oui, malgré les chaleurs. Ouais. Il n'y a pas de questions. Ils ont chaud, je crois. Ouais. Bon, merci. Ben, merci à toi. C'était chouette. On va aller prendre un verre. Plaisir. Ah oui. J'ai été frappé, je vous dis, je l'ai dit, mais je l'ai écrit par fulgurance politique. Je ne connais pas votre livre, donc je ne vais pas ce qu'on a dit. Fulgurance politique de ton écriture, qui nous a marqué dans votre, ça m'a frappé. Le tour de ton aussi, qui sert beaucoup la façon dont le récit se relance. Et en même temps, les ruptures de thème aussi, passer totalement d'un thème à un autre. Fulgurance politique, même parfois truculente. Tu vois. Parler de Rabelais tout à l'heure,
plusieurs fois, j'ai pas assisté. Et c'est une histoire de femme, les hommes sont tenus un peu à distance, ils ont loin. C'est amusant de voir une vierge comme Notre-Dame qui a accouché avec un garçon, accouche cette fois d'une fille. Et ce que tu disais tout à l'heure de Saint-Denis me fait penser à un tableau de Rembrandt qui s'appelle Le Fils prodigue. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs façons de traduire le nom de Dieu. Soit c'est un Dieu vengeur d'un homme, masculin viril, soit au contraire, le même mot signifie, dans une autre acception, il signifie le Dieu nourricier par le sein et par l'utérus. Donc Dieu est dans une espèce de définition double des hommes et des femmes. Et d'ailleurs, dans la Genèse, il dit Dieu a créé l'homme à son image, il l'a fait homme et femme. C'est-à-dire qu'en fait, il est très difficile de savoir si Dieu était un homme ou une femme. Je me suis posé la question de savoir pourquoi Jésus n'était pas une fille. Donc, en partie répondu avec la mission de celle-ci. Mais dans le tableau de Rembrandt, le Fils prodigue, j'y ai pensé tout d'un coup quand tu parlais de Saint-Denis qui portait sa tête. Je vais regarder, je vois pas. Et c'est Dieu, parce que c'est l'allégorie de Dieu, qui reçoit le Fils prodigue et il lui tient la tête entre son ventre, comme ça, il a les deux mains sur les épaules, et là avec une main d'homme et l'autre avec une main de femme. C'est assez surprenant cette histoire. Ah, je vais regarder. Et alors, c'est pas une question, mais enfin, c'est très bien. J'ai fait en sorte que tous les prénoms masculins soient des prénoms qu'on puisse. Il y a Stéphane, Ariel, Dominique. C'est que des prénoms qui peuvent être des prénoms de femmes. Dominique, il y a une conversation où on se demande tout le temps où est-ce que sinon. Voilà, il y a un moment, elle se Et lève. après, elle se lève, donc elle porte une jupe. Mais après, tu dis qu'elle n'aimait pas parce qu'elle parle comme un homme. Donc, ouais, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et Stéphane aussi, les jumeaux, c'est le nom qui. Parce qu'ils ont dans de relations, ces jumeaux aussi. Ouais. Oui, on ne sait pas s'ils sont vraiment frères. Ou pas. Et il y a eu autre chose par rapport à une réinterprétation de la Bible. Enfin, moi, il y a quelque chose qui est important pour moi et que je voulais écrire, c'était que ce n'était pas l'enfant qui mourait, mais que c'était la mère. Et ça me semblait plus positif comme histoire. Ça, c'est un peu personnel. Là, j'ai vu que tu avais écrit une critique récemment du dernier livre de Marc Graciano. Et bon, sans trop dévoiler, mais une forêt profonde et bleue, j'ai pensé à ça. Ouais, bah, je l'ai vu après l'avoir écrit, mais bon, si on peut parler, parce que du coup, tu as lu qu'une forêt profonde et bleue. Oui, j'ai pas. Bon, il faut tout lire. Marc Graciano, c'est un auteur publié chez Corti. Mais on ne dira pas plus pour dévoiler autre chose. Ouais. Mais enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qu'il faut lire. Ouais. Je pense que Franck, c'est Marc Graciano. Alors, par contre, commence par le premier, parce que c'est quand même très spécial. Hein. Enfin, les suivants sont très violents. Il y en a 4 maintenant. Mais le premier, Liberté dans la montagne, c'est... C'est le travail de langue aussi. Enfin, pour moi, c'est des choses les plus belles que j'ai lues, mais quand je pense au... Enfin, ouais. Mais pas le premier. Mais oui, sinon, c'est une violence extraordinaire. Mais largement rattrapée par la beauté de la langue. Enfin, c'est ça qui est sublime, justement. Ce qui est dérangeant aussi. Oui, ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose qui dérange. Bah, c'est très difficile à lire, c'est presque à la limite du supportable, mais... Enfin bref, tout le monde ne sait pas à mettre dans toutes les mains. Mais le premier est lisible par... je crois que ça va. Ouais. Voilà. Bon, on va boire un coup. S'il n'y a pas d'autres questions.